Notre invité est député du Nord, coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens est avec nous. Je voudrais que nous commencions avec ce contexte à Adrien Quatennens après l'assassinat de Samuel Paty, les différentes prises de position politiques, la rentrée des classes qui interviendra évidemment juste après ces vacances de la Toussaint et des déclarations très fortes qui vous concernent, qui concernent la France Insoumise. Ce matin, dans les colonnes de nos confrères du JDD, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, charge Jean-Luc Mélenchon avec des mots qui sont très forts. Jean-Luc Mélenchon, je le cite, est un jour républicain, le lendemain islamo-gauchiste. Il veut être dans l'histoire, il sera dans l'histoire pour cette trahison. Comment est-ce que vous réagissez à cette charge ? Bonjour, d'abord, écoutez, vous dire que face à l'acte qui s'est produit, un professeur a été décapité par un terroriste islamiste. Et quel lieu mieux indiqué que l'école pour apprendre à la liberté d'expression. L'école, c'est le creuset du peuple en formation. C'est là où on apprend à nos enfants, les enfants de la République, à devenir des citoyens libres et émancipés. Et c'est la mission qu'accomplissait Samuel Paty. C'est la raison pour laquelle il a été assassiné par un terroriste islamiste. Alors face au terrorisme, il y a deux grandes réponses à apporter, immédiates. La première, c'est l'unité et la fermeté. Pourquoi l'unité ? Parce que nous savons, Jean-Baptiste Boursier, que parmi les objectifs théorisés par les organisations du terrorisme islamiste, il y a le fait d'obtenir, en réaction aux attentats, un clivage, une dislocation au sein de la société. Et notamment, le fait d'opérer un clivage entre, d'un côté, les musulmans de notre pays qu'ils espèrent mettre sous leur coupe politique, et de l'autre, le reste de la population qui croirait que tous les musulmans seraient suspects. Et je veux dire une chose, c'est que quand il y a des attentats comme celui-ci, ce sont des millions de nos concitoyens qui sont meurtris jusque dans leur chair, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on se réclame du Dieu dans lequel ils croient pour procéder à de tels actes de barbarie. Donc votre réponse à Jean-Michel Blanquer, c'est l'appel à l'unité. Donc il y a d'abord un besoin d'unité. Or, pour la première fois, et c'est un précédent, il y a eu un franchissement de seuil parce que l'unité qui est due à la victime, à sa famille et à l'ensemble des enseignants de notre pays a été brisée dans les minutes qui ont suivi l'annonce de cet attentat. Elle l'a été par la droite et l'extrême droite, mais elle l'a été aussi par des responsables politiques, dont ceux que vous citez, Jean-Michel Blanquer et bien d'autres, qui, en quelque sorte, alors que les hommages à M. Samuel Paty n'étaient même pas encore commencés, pas encore terminés, eh bien, se sont évertués à essayer de régler leurs comptes bassement politiciens de manière infondée contre avec vous. Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Alors, pour une raison qui est simple, c'est qu'en fait, depuis 10 jours, on nous colle une étiquette sur la figure, islamo-gauchiste, et je remarque d'ailleurs qu'aucun des journalistes qui interrogent les responsables politiques qui se sont succédés sur les plateaux ne leur porte jamais la contradiction. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « vous êtes islamo-gauchiste », peut-être que le journaliste pourrait au moins dire « mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Quels arguments vous avez ?» Non, c'est un badge qu'on nous colle. Vous savez, comme on coud un badge sur un sac à dos. Et c'est entendu, la discussion est terminée. Adrien Quatennens, au-delà des badges et des anathèmes, parlons du fond. Parlons du fond. Vous disiez à l'instant, nous devons être unis pour défendre la liberté d'expression. Et ferme. Unis et fermes pour défendre la liberté d'expression, ce que vous venez de dire à l'instant. La question est simple. Est-ce qu'au sein de votre mouvement, la France Insoumise, tout le monde est d'accord avec vous pour dire la liberté d'expression doit être défendue, y compris jusqu'au blasphème ? Mais qu'est-ce qui vous permet d'en douter ? Je vous pose la question. La réaction de Mme Obono après l'attentat de Charlie, encore écoutez-moi, récemment, vous pouvez extirper des phrases vieilles il y a très longtemps, extirper de leur contexte pour essayer de faire dire aux gens autre chose. La vérité, c'est que la France Insoumise n'est pas un parti politique, c'est un grand mouvement dans lequel vous avez des gens qui ont certes des parcours politiques différents et qui viennent d'horizons différents, mais il y a un contrat clair qui nous lie, qui s'appelle un programme politique, qui s'appelle un programme qui est celui que nous défendons comme force d'opposition et qui est celui que nous appliquerons le jour où nous gouvernerons ce pays. Et je vous dis très fortement que ce programme politique, et j'assume de le dire, est le plus conséquent, non seulement en matière de laïcité de toute l'offre politique française, et le plus conséquent aussi, j'y viendrai après, du point de vue des propositions concrètes que nous avons à faire pour lutter contre le terrorisme. Alors attendez, il y a les principes. Est-ce que, au sein de votre mouvement, vous êtes tous d'accord pour dire que l'on peut blasphémer dans notre pays ? Mais ça paraît une évidence que chacun... Mais attendez, en France, il n'y a pas de délit de blasphème. En revanche, il y a des puissances étrangères avec lesquelles ceux qui nous accusent font de belles affaires. On pourrait parler d'un islamo-affairisme avec, par exemple, l'Arabie Saoudite, qui condamne le blasphème fermement. D'accord ? Donc je vais vous dire une chose. Allons au bout. Allons au bout. Si vous me permettez de régler quelques comptes. J'aurais préféré ne pas le faire dans ce contexte, qui est d'abord un contexte où l'unité est nécessaire. Mais je vais quand même le faire et profiter de l'occasion que vous me donnez
pour le faire. Que nous reproche-t-on quand on nous attaque et qu'on nous parle d'islamo-gauchisme? On nous reproche d'avoir participé au mois de novembre à une marche qui a été organisée en réaction à un attentat. Personne ne le dit non plus. Tout le monde parle de cette marche, tout le monde oublie pourquoi cette marche a existé. La marche Cette contre marche l'islamophobie du mois de novembre novembre 2019 a existé en réaction à un attentat contre une mosquée sur notre sol à Bayonne. Et personne au gouvernement ou parmi tous les tartuffes qui nous donnent des leçons n'a pris la moindre initiative pour riposter en républicain face à ce qu'il convient d'appeler un acte antipatriotique. Car attaquer une mosquée sur le territoire français, une mosquée ou n'importe quel lieu de culte d'ailleurs, c'est un acte antipatriotique aussi. Alors dans cette marche, vous savez, on a zoomé à fond sur quelques individus qui n'étaient pas représentatifs de cette marche, comme dans toute manifestation d'ailleurs, peut-être le dire quand même. Alors que l'essentiel de cette marche, si vous regardez ce qu'elle a dit, c'est une marche dans laquelle la Marseillaise a été chantée, dans laquelle on a acclamé la laïcité, et que je ne confonds pas avec les quelques personnes qui peut-être, sans doute oui, avaient d'autres objectifs dans cette marche. Parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous marchons pour Charlie, nous devons dire que parce qu'il y a des dictateurs sanguinaires qui participent à la marche, alors c'est la marche des dictateurs. C'est précisément ce qu'a dit Daniel Obono, votre collègue député. Et qu'il ne faut pas y participer. C'est exactement ce qu'a dit Daniel Obono. Ça veut dire, je prends un autre exemple, quand nous avons marché pour Madame Mireille Knoll, vous vous en souvenez, oui. Qui avait subi un assassinat à caractère antisémite. La France insoumise n'a pas hésité un quart de seconde pour dire qu'il fallait y être pour marcher contre l'antisémitisme. Et nous y avons été pris à partie par un petit groupuscule violent, des élus de la République en écharpe, que nous étions, ont été pris à partie, sous les yeux des membres du gouvernement, dont pas un n'a bougé le sourcil pour venir dire on ne s'attaque pas à des élus de la République. Mais nous aurions-nous dû ne pas y être, s'il fallait y être, pour dire à tous les juifs de France, comme nous disons à tous les musulmans, et comme nous disons à tous nos le reproche que vous faites, les attaques que vous fait le gouvernement, Adrien Quatennens, c'est en fait d'essayer de profiter de raisons, enfin, vous profitez en fait des raisons électoralistes pour ne pas condamner fermement simplement certaines prises de position. Jean-Baptiste Boursier, nous sommes à la France insoumise les partisans de la paix civile, et c'est elle qui est menacée. Et donc nous disons que quelle que soit leur confession, juifs, musulmans, peu importe, catholiques, tous, quelle que soit leur confession, lorsque nos concitoyens sont attaqués en raison de leur appartenance réelle ou supposée à une religion, quelle qu'elle soit, en républicains conséquents, nous devons y être. Et alors maintenant, un court instant. Promis, je ne serai pas trop long, mais quand même. Il y en a quelques-uns qui méritent qu'on leur rende la monnaie de leur pièce en matière de donneurs de leçons. Vous êtes sûr que vous voulez le faire parce que vous avez appelé à l'union tout à l'heure? Oui, mais je veux le faire parce que l'union a été rompue et il n'y a pas de raison que les... Donc c'est à œil pour œil, quoi. Non, c'est pas à œil pour œil, c'est juste pour remettre un peu, parce que ça fait depuis 10 jours quand même que ces gens-là, sans qu'on leur demande d'explications, viennent donner des leçons. Mais qui sont-ils véritablement dans la lutte contre le terrorisme islamiste et contre, y compris, l'idéologie, l'islamisme politique? Alors allez-y, rapidement, s'il vous plaît. D'abord, l'extrême droite. L'extrême droite qui est la première à sortir du bois. Ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon ni la France insoumise qui a armé le terroriste de l'hypercachère Amédi Koulibaly. C'est un réseau lié à un ancien membre du service d'ordre du Front National. Ce ne sont pas des amis de Jean-Luc Mélenchon qu'on retrouve en 2009 dans une marche avec le collectif qui a été dissous parce qu'il a été fondé par l'islamiste poursuivi par les services de renseignement qui a accompagné le père qui a accusé Samuel Paty. D'accord ? On pourrait continuer comme ça. Vous êtes conscient, Adrien Quatennens, que vous faites à l'instant la chose que vous avez condamnée il y a 35 secondes. Hein. Vous ne m'aurez pas avec ça. Non, je ne vous ai pas. Pardon, c'est factuel. Vous venez de nous dire on nous attaque sur des points précis. Non, c'est mon émission, je vais terminer ma question. Mais moi, juste, vous venez de dire à l'instant, je refuse qu'on nous attaque sur des points précis, qu'on fasse un amalgame, etc. Et vous faites la même chose à l'instant. Non, Jean-Baptiste Boursier, je ne refuse pas. Je demande qu'on porte la contradiction à ceux qui le font, parce qu'ils sont inconséquents. D'accord ? Je vous donne encore un autre exemple sur l'extrême droite. Lafarge, le cimentier Lafarge. Vous savez, ceux qui ont déversé du ciment dans la Seine. Quand ils ont négocié avec Daesh la poursuite de leur activité en territoire syrien occupé par Daesh, celui qui est allé négocier, c'est un émissaire qui était un ancien candidat du Front National à Paris, au municipal. D'accord ? Monsieur Manuel Valls, qui lui n'est même plus une girouette, c'est carrément une pale d'hélicoptère, monarchiste en Espagne, qui manifeste avec l'extrême droite, mais qui vient donner des brevets de républicanisme en France. Il a fait des contrats à milliards avec l'Arabie Saoudite. Et voyez, parce que nous sommes très rigoureux en matière de laïcité à la France insoumise, par exemple, nous n'acceptons pas qu'un élu de la République, et nos élus en fonction ne le feront jamais, participent à des cérémonies de culte. Mais quand M. Manuel Valls participe dans une mosquée à la rupture du jeûne du Ramadan, quand Mme Aurore Berger le fait aussi, c'est pas encore une fois contre un culte, c'est-à-dire que ça n'est pas la place d'un élu de la République que d'être
dans ce genre de... Adrien Quatennens. Adrien Quatennens, pour poursuivre la question de David, vous évoquez des propositions. On pourrait continuer longtemps. Oui, non, mais j'imagine, parce que vous savez, que vous en avez Monsieur Darmanin qui s'est découvert cette semaine une vocation de chef de rayon, qui débattait en 2013 avec une association qui vous interroge. On va ouvrir le bottin si vous voulez. Un instant, juste Monsieur Blanquer, parce que c'est de lui que votre question est partie. Monsieur Blanquer, lui aussi qui donne des brevets de laïcité, dont on sait qu'il a mis par le passé la pression sur Monsieur Alain Morvan, un recteur qui s'était opposé à une école, l'installation d'une école dont on sait que le fondateur a eu par intermédiaire des connexions avec Al-Qaïda. Monsieur Blanquer qui donne des brevets de laïcité, mais qui est personnellement impliqué dans le développement des écoles hors contrat, proches des milieux catholiques traditionnalistes, Espérance banlieue. Donc vous voyez, ce que je vous dis pour terminer, c'est que la France insoumise est plus conséquente en matière de république et de laïcité que tous ces tartuffes qui donnent des leçons à longueur de journée. On aura bien compris pendant ces premières minutes d'émission que vous en appelez à l'unité, c'est absolument transparent. Maintenant, vous parlez de propositions. Est-ce que la liberté d'expression telle qu'elle est inscrite dans nos lois aujourd'hui, elle vous convient? Est-ce qu'il faut la faire évoluer? Est-ce qu'il faut la changer? Qu'en pensez-vous? Il faut absolument la maintenir. Ce sont Donc, des principes. telle qu'elle est inscrite, elle bien vous sûr, convient. ce sont des principes fondamentaux. Alors, on pourrait imaginer de faire évoluer les principes. Non, je ne crois pas. Par contre, on doit essayer de bien expliquer les choses. Parce que si parfois il y a des réactions, c'est que les choses sont mal comprises. Et d'ailleurs, beaucoup de responsables politiques qui se parent derrière la laïcité ou la République, je vous me défie, seraient incapables de la définir. Quand par exemple, une élue de la République, une députée, quitte une salle de l'Assemblée nationale, et c'est son droit le plus complet de quitter, mais le fait au nom de la laïcité, parce qu'une personne qui intervient est voilée, c'est bien la preuve qu'elle méconnaît complètement la laïcité. La laïcité, qu'est-ce que c'est? Et y compris la liberté d'expression. Sur les caricatures, il faut dire une chose, mais il faut l'expliquer. On a le droit de critiquer une religion, on a le droit de caricaturer une religion, on a le droit de critiquer des convictions. En revanche, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et ce sur quoi il faut être ferme, c'est de s'attaquer à des personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à des religions. Mais tout ça, ça doit être expliqué. Et il ne faut pas faire les choses à géométrie variable. Parce que quand certains s'accommodent de la laïcité avec certains cultes, mais jamais avec l'islam, eh bien, effectivement, il y a parfois des musulmans qui se posent question. Alors justement, vous parlez d'attaque sur les personnes, Adrien Quatennens. Quand par exemple Manuel Valls assiste à la béatification d'une cathédrale, quand M. Macron accepte d'être chanoine de Latran, ça veut dire curé d'honneur du pape. Ce sont autant de coups de canif dans le contrat laïque. Donc voilà, il faut être assez clair sur ces principes. C'est très symbolique le chanoine de Latran. Une des pistes qui est étudiée par le gouvernement, c'est l'encadrement des réseaux sociaux. Comment fait-on pour encadrer les réseaux sociaux, pour que les appels à la haine soient condamnés plus fermement, plus rapidement et même idéalement qu'ils ne puissent pas apparaître sur les réseaux sociaux? Vous savez, il y a toutes sortes de débats et de surenchères qui ont été proposés, qui en plus n'apparaissent comme même pas liés à ce qui vient de se produire. Moi, je veux bien débattre pendant des heures de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Non, je vous demande qu'est-ce que vous proposez pour... Mais par exemple, dans le cas précis, vous voyez, il y avait tellement pas d'anonymat que le père de famille depuis lequel tout est parti était avec son nom sur Facebook. Il a même mis son numéro de téléphone portable. Donc, je veux dire, et Abdelhakim Sefrioui, qui est connu des services de renseignement, a agi à visage découvert. Je veux dire, comment on explique y compris? Parce que là, on a un vrai problème. Je vous ai parlé d'unité, mais même du point de vue de la fermeté, qui est nécessaire face aux terroristes islamistes et face à l'islamisme politique. Comment on peut expliquer qu'un compte Twitter qui avait été signalé depuis des lustres, dont on voit bien qu'il avait des liens et des connexions avec l'islam radical, comment peut-on expliquer que rien n'ait été fait? Mais justement, vous proposez comment peut-on expliquer, par exemple, plus grave encore, parce que ça c'est vraiment pour le coup hallucinant, comment peut-on expliquer que quelqu'un suivi par les services de renseignement fiché S puisse rentrer dans une école de la République pour parlementer avec la proviseure et mettre une pression sur elle? Quoi? Alors, nous proposons d'abord de faire en sorte que nos services de renseignement soient considérablement renforcés. Par exemple, sur le signalement dans les réseaux sociaux, la plateforme Pharos, c'était une poignée de fonctionnaires pour tout le pays, ça n'est pas suffisant. Il faut être ferme là-dessus. Nous avons besoin, d'abord, avant de nouvelles lois, nous avons besoin de moyens humains et matériels pour appliquer les lois existantes. Alors, ils ont été renforcés, 1200 personnes recrutées ces derniers mois, et là il y a un renforcement encore accentué. Il va falloir les renforcer beaucoup plus. Annoncé par Vous savez, Castex. plutôt que d'avoir une vision parfois globale qui empêche de suivre concrètement des gens qui sont concernés, quand je dis qu'il faut des moyens humains, c'est qu'il y a des techniques avec lesquelles on a un peu rompu ou dans lesquelles on a moins investi ces dernières années qui sont efficaces. Des techniques, par exemple, comme l'infiltration, qui permettent véritablement de suivre à la trace les personnes qui sont mises en cause. Nous avons besoin de moyens humains pour appliquer les lois existantes d'abord. Et ensuite dire une chose aussi, parce que les connexions se font avec l'international. Vous savez, quand Manuel Valls avait refusé en fonction la liste de djihadistes français en Syrie parce qu'elle était élaborée par les services syriens, je pense que c'est une faute grave, y compris parce qu'on sait aujourd'hui que l'assassin de Samuel Paty avait a priori des liens avec des djihadistes en Syrie. Soyons précis, Adrien Quatennens, quand vous dites qu'il faut renforcer nos services de renseignement, nos services de police, au fond, puisque
la sécurité intérieure, c'est la police. Jusqu'à quel point il faut combien de fonctionnaires en plus? Et au fond, la question sous-jacente, c'est vous êtes OK pour une société policière avec une surveillance finalement de nos concitoyens plus accrue et quasi permanente? Dans le respect le plus complet de l'état de droit. Je crois que nous n'avons pas besoin d'une législation d'exception. Et je crois par ailleurs qu'on se trompe quand Gérald Darmanin lance des investigations en disant voilà, on fait des perquisitions pour envoyer un message envers des gens dont on est a priori sûr qu'ils n'ont pas de lien direct avec ce qui s'est passé. Non, pardon, on ne mène pas des perquisitions pour envoyer un message. Ou alors on peut se poser la question de toutes les perquisitions, y compris parfois politiques, qui ont été menées dans ce pays. On mène des perquisitions quand on recherche des preuves précises et qu'on le fait rapidement d'ailleurs, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc oui, il faut aussi refonder la police. Vous savez, la France insoumise, elle a des propositions claires à faire pour la police. Combien de Écoutez, policiers, Adrien Quatennens? Au total, en France, pas uniquement pour la lutte contre le terrorisme, il en faut 10 000 de plus. C'est ce que nous proposons à la France C'est insoumise. exactement ce qu'Emmanuel Macron a promis en arrivant en 2017. Oui, a promis, mais c'est pas encore fait. Il faut le temps de les former? Oui, bien sûr, il faut le temps de les former. En attendant, ça fait depuis l'ère Sarkozy et son Karcher qu'on a perdu ces effectifs de police de manière 12 000 effectifs en considérable. moins sous le Et puis quinquennat ensuite, je Nicolas pense Sarkozy. qu'il y a aussi le sens des priorités, voyez-vous. Moi, je pense que la police devrait davantage s'occuper du service de renseignement ou de la lutte contre le grand banditisme, dont on sait qu'elle est une pompe d'amorce, y compris pour la petite délinquance. Je prends juste un exemple, c'est une Et du parenthèse coup, avec moins notre sujet. Mais s'occuper de quoi? par exemple, il y a une chose qui est tout à fait et radicalement inefficace, c'est la politique de M. Darmanin en matière de lutte contre les stupéfiants et le trafic de drogue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait la chasse aux consommateurs. C'est-à-dire que, pour faire simple, on court après les boulettes de shit. Sauf que ça n'a aucun effet sur le trafic, en fait. On déploie des moyens immenses pour aller taper finalement les usagers, mais on ne s'occupe pas véritablement du trafic en haute zone. Mais vous savez pourquoi on le fait? Moi, j'ai rencontré une ancienne policière qui me l'a expliqué. Elle m'a dit qu'en fait, au sein de la police, il y avait une politique du chiffre absurde que beaucoup de syndicats policiers d'ailleurs dénoncent, qui fait que ça rapporte plus d'arrêter 10 fumeurs de hashish qu'un braqueur de banque. Ça peut rapporter jusqu'à 2 000 euros par mois de prime à un commissaire, 800 euros à un policier. Mais pendant qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on fait contre le trafic véritablement? En réalité, on ne fait rien. Il y a une solution, c'est la légalisation. Hein, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Très franchement, je pense que c'est une solution intéressante. Pourquoi? La légalisation. Nous sommes le pays le plus consommateur, alors que nous avons la législation d'Europe la plus répressive. Donc il y a bien un problème. On peut s'accorder sur le fait que c'est inefficace. Ça fait partie des propositions, donc? Et je pense que la légalisation, oui, serait une solution, pour tarir le trafic, car je ne suis pas sûr que les gens qui consomment ce produit, s'ils avaient l'opportunité de le faire de manière encadrée, continuent à le faire dans le cadre des trafics, et 2, pour mener de véritables politiques de santé publique. Parce que pour l'instant, on ne peut pas le faire convenablement sur la lutte contre la drogue. Bref, on s'est un peu écarté du sujet. Non, on va marquer une pause, on va revenir sur le sujet. Il s'agit de bien réaborder nos priorités et de mener une autre politique que par des tweets et des surenchères, alors que la loi permet déjà un certain nombre de choses. Reste avec nous, Adrien Quatennens, suite de BFM Politique dans quelques secondes sur BFM TV. À tout de suite. Bientôt 12h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans BFM Politique. Adrien Quatennens, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise, est notre invité. Et nous continuons notre discussion avec lui, David. Bon, alors Adrien Quatennens, il n'y a finalement plus de problème avec la communauté tchétchène en France. Alors, Jean-Luc Mélenchon avait défrayé la chronique il y a une semaine avec cette déclaration. Il y a un problème avec la communauté tchétchène. Il est revenu, il a regretté même ses propos dans une note de blog publiée cette semaine. Il s'est même excusé, voilà, en réalité. Donc la question est la suivante, sans revenir sur cette polémique-là, disons dont acte. Sans revenir, mais vous le faites. Non, parce que j'ai une question à vous poser là-dessus. Jean-Luc Mélenchon s'apprête à être candidat pour la 3e fois à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est pas celle de trop? Est-ce qu'on ne voit pas avec ce genre d'erreur, voilà, il a peut-être perdu un peu le mojo, il est peut-être temps de passer la main 3 fois de suite. Est-ce que c'est vraiment judicieux? Bon, d'abord, sur les Tchétchènes, je le redis, il s'est excusé. Il a, dans une émission qui, par ailleurs, valait le détour, parce qu'elle était très bonne, y compris sur la manière de lutter contre le terrorisme islamiste. Il a utilisé ce mot de communauté, il a reconnu qu'elle était mal appropriée, mais je ne veux pas qu'on oublie le reste de son propos. Il a dit effectivement que pour les services de renseignement, après Conflans, mais également après qu'il y ait quelques semaines, vous vous en souvenez, il y a eu les affrontements armés à Dijon, il y avait un sujet pour nos services de renseignement. Pour autant, il ne faut pas essentialiser une communauté, il l'a dit, il s'est excusé, dont acte. Comme quoi, maintenant, vous posez chacun la peut question, commettre une petite erreur dans une émission longue, comme Gérald Darmanin ici d'ailleurs, à BFM TV. Oui, c'est vrai, Gérald Darmanin, chef de rayon. Peut-être qu'on aura d'ailleurs, pourquoi pas, une QAG de Aurore Berger mardi, fustigeant les islamo-capitalistes Auchan et Leclerc, qui ont peut-être du sang sur les mains ou sont compromis. Question au gouvernement QAG. Bon, alors est-ce qu'il n'a pas perdu un peu l'énergie, la concentration? Je crois que c'est tout le contraire. Il l'a dit cet été, il a une décision à prendre, il est en train de la prendre, il consulte beaucoup et c'est pas fin, parce qu'il y a bien évidemment une décision d'ordre politique, au vu du moment que nous vivons,
Mais il y a aussi une décision personnelle à prendre dans une campagne présidentielle dont franchement, vous conviendrez avec moi que vu l'ambiance dans le pays, on peut s'attendre à ce qu'elle soit un véritable égout. Donc c'est une décision lourde de sens à prendre. Maintenant, moi, ce que je vois de manière très claire, c'est qu'en 2022, il faudra un candidat qui assume de dire que nos institutions sont à bout de souffle et qu'il faut en passer à la 6ème République par une constituante. Il faudra quelqu'un qui dise que oui, il y a un lien entre l'extrême concentration des richesses entre quelques mains et l'extension de la pauvreté et qu'il faut partager. Il faudra enfin engager véritablement pour de bon, à l'échelle de tout le pays, la bifurcation écologique. Et surtout, il faudra quelqu'un capable de lutter contre le principal fléau que nous avons en matière de démocratie, c'est l'abstention qui est massive. Vous avez vu comme moi ces derniers scrutins, les élections législatives partielles, où vous avez parfois jusqu'à 90% d'abstention dans certains quartiers. Vous avez des bureaux de vote où vous êtes en tête avec un résultat en valeur absolue qui ne vous permettrait même pas d'être délégué de classe dans une école. Et le meilleur pour vous, le meilleur chez vous, c'est toujours Jean-Luc Mélenchon? Je crois que pour faire tout ça, compte tenu de l'expérience... Il aura 71 ans en 2022. Bien sûr, compte tenu de l'expérience qui est la sienne, compte tenu de la constance dans les idées qui est la sienne, compte tenu y compris des 2 résultats précédents, l'élection présidentielle de 2012 et de 2017, et aussi, permettez-le, des équipes structurées, prêtes à gouverner, qui ont été formées autour de lui. Je pense qu'il est le mieux placé pour accomplir cette tâche. D'ailleurs, des sondages le montrent. Moi, nous prenons toujours les sondages avec beaucoup de pincettes, on sait ce que ça veut dire. Mais en tout cas, il est aujourd'hui montré, et je pense, à mon avis, qu'il y a un lien entre ces sondages et les attaques que nous subissons alors qu'il faudrait effectivement être unis face à ce qui est en train de se passer. Alors justement, en parlant de la suite de ces attaques, Adrien Quatennens. En tout cas, ce que le sondage dit, c'est que Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé, y compris s'il fallait rassembler la gauche, même si je vois en réalité il est à 12-13. Hein. Tout le monde voit une chose, c'est que ça ne peut se faire que sur la clarté. L'unité n'est pas un programme. Pour nous, c'est clair. Pas de division superficielle, mais pas d'union artificielle. Alors en parlant d'union et de clarté, Adrien Quatennens. Et moi, mon souhait, c'est qu'il soit candidat, en effet. Là, nous sommes en pleine vacances de la Toussaint. Il y aura la rentrée scolaire, évidemment. Elle sera plus que particulière pour les élèves, pour les enseignants dans notre pays. Il y aura des hommages rendus. Quel type d'hommage devrait être rendu, selon vous, dans les écoles françaises? Écoutez, je crois que c'est aux enseignants de ce pays de se réunir pour établir la meilleure façon de le faire. Incontestablement, c'est sûr que on imagine mal qu'au mois de novembre, on reprenne le cours de l'activité sans qu'il y ait un temps consacré à ce qui s'est produit, parce que, y compris, ça peut faire œuvre de grande pédagogie utile dans l'école de la République. J'observe que dans son interview ce matin, entre 2 accusations infamantes contre la France insoumise, Jean-Michel Blanquer a dit qu'il était satisfait du dialogue établi avec les syndicats, notamment enseignants. D'ailleurs, au passage, je lui dis que la marche qu'il fustige à laquelle nous avions participé avait également été appelée par des syndicats d'enseignants. La FSU avait appelé à cette marche. Est-ce que Jean-Michel Blanquer irait dire que les syndicats avec lesquels il travaille sont des islamo-gauchistes? On fait quoi donc 1 minute de silence, on explique aux enfants ce qui s'est passé, on remonte des caricatures, que faut-il faire? On fait ce qu'il faut pour dire que l'important face à cela, c'est l'unité. On note de la pédagogie sur ce qu'est la liberté d'expression et on évite les surenchères. Parce que vous voyez, juste avant la publicité, vous m'avez vu un peu énervé. Parce que tous ces attaques, moi, je les ai intériorisées depuis. Je me suis dit, maintenant, ça suffit, quoi. La coupe est pleine, l'hommage est passé, malheureusement un peu vite de mon point de vue, mais il faut pouvoir le dire. Ça amène à quoi, ce climat de haine permanent? Regardez ce qui s'est produit hier. Non, mais c'est très important. Vous dites on évite la surenchère. Là, moi, je vous parle de ce qui se passe dans une salle de classe, entre des enseignants et des élèves. On en discute. Donc ça veut dire quoi? Éviter la surenchère. Concrètement. Quand je dis éviter la surenchère, c'est pas par rapport aux salles de classe. Dans une salle de classe, concrètement. Mais encore une fois, moi, je suis pas professeur, donc c'est pas à moi de. Non, vous êtes responsable politique. Bien sûr, mais c'est pas aux responsables politiques de dire ce que les enseignants doivent faire. C'est au corps enseignant d'en décider. Mais oui, je pense qu'il faut un temps d'échange sur ce qui s'est produit entre les élèves et leur classe, un temps d'échange apaisé dans lequel on peut évoquer ces sujets. Les professeurs. Et bien expliquer, y compris, oui, ce qu'est la liberté d'expression. Et il faut les accompagner. Beaucoup de professeurs se sentent souvent abandonnés, ils le disent, donc il faut pouvoir les accompagner. Voilà. Mais si vous m'avez senti énervé, c'est parce que je crains véritablement pour le climat dans ce pays. Je crains une ambiance de guerre civile qui participe du dessein des terroristes, du point de vue de leurs objectifs politiques. Vous voyez le résultat hier des attaques infamantes contre une partie de la gauche. D'ailleurs, nous avons reçu beaucoup de soutien de la gauche, venu de partout. Par rapport aux attaques que nous avons subies. Vous faites référence au tag sur le siège du Parti communiste français à Paris. Le Parti communiste Collabo français, a été écrit dans la nuit. Chacun connaît l'histoire s'agissant de la résistance des déportés, sur lequel on est allé taguer le mot collabo. Est-ce que vous partagez les accusations portées par Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, qui parle d'un lynchage de la gauche et qui cite le Rassemblement national et la République en marche? Mais ça a le mérite d'être clair. Pratiquement disons l'auteur qui tient la bombe dans la main. Attendez, quand pendant des semaines, pendant des jours, dans un contexte où un professeur a été décapité,
des irresponsables politiques comme Manuel Valls et tous les autres laissent entendre que nous aurions une quelconque responsabilité dans ce qui vient de se produire. Vous imaginez le climat que ça produit dans le pays? Mais il n'y a plus de place pour la raison dans ce cas-là. Et effectivement, ça peut mener à des dangers. Je veux dire, Mais vous êtes inquiet pour votre propre sécurité? J'ai pas envie, moi, si vous voulez, j'ai pas envie de parler trop longtemps de nous. C'est pas nous le sujet. C'est Samuel Paty, c'est les enseignants qui craignent, et c'est les hommages que nous leur devons, et le fait d'être unis et fermes à leur côté, pour la réponse qu'il faut donner à cela. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre propre sécurité physique? Mais nous recevons des menaces tous les jours, oui. Nous recevons des menaces tous les jours, et ça ne fait que s'accroître quand des gens, avec une espèce de bonhomie, racontent que nous serions complices de cela. Je pense que nous sommes sans doute les meilleurs pour lutter efficacement contre le terrorisme islamiste et être les garants de l'unité du peuple en France. Nous ne voulons pas nous diviser selon nos couleurs de peau, nous ne voulons pas nous diviser selon nos appartenances religieuses, et surtout nous devons dire une chose, c'est que cette unité, face aux grands défis qui nous font face, est à chérir absolument. Vous savez, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder, mais une question, s'il vous plaît, sur le contexte international. Par rapport aux grands défis, imaginez le changement climatique, tout ça. Ce sont des sujets qui vont nous ramener dans peu de temps, sans doute, à l'essentiel. C'est que par-delà tous nos désaccords, y compris de convictions spirituelles et tout le reste, nos couleurs de peau, nous sommes d'abord semblables. Et ça, il faut le dire. Et dire ça, ça ne veut pas dire qu'on serait angélique. Il faut aussi lutter fermement contre les discriminations vécues par beaucoup de nos concitoyens. Quand la République recule, d'autres prennent la place. Vous avez vu évidemment les relations diplomatiques extrêmement tendues entre la Turquie et la France. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, s'interroge sur la santé mentale, je le cite, d'Emmanuel Macron, après que le président de la République a réitéré la volonté de tous de publier des caricatures en France. Est-ce que vous comprenez cette tension et quel est votre commentaire à ce sujet? Je condamne fermement les propos de M. Erdogan. D'abord parce que je ne supporte pas qu'une puissance étrangère insulte le président de la République de mon pays, y compris sur un terrain psychologisant, parce qu'il parle de la santé mentale du président. C'est inacceptable, je vous le dis fermement. C'est très clair. Maintenant, il faut voir ce qui se passe politiquement en Turquie. M. Erdogan est affaibli politiquement. Il a des résultats électoraux qui sont moins bons, il a eu des échecs électoraux, il y a une crise économique patente, et donc finalement il utilise l'islam à des fins identitaires et politiques dans son pays. Voilà ce qui se passe. Mais je mets aussi en garde M. Macron de ne pas surjouer finalement l'indignation, parce que avec la Turquie, M. Macron a parfois été aux abonnés absents quand il le fallait. Je pense par exemple quand des opposants turcs, des opposants au régime turc, étaient emprisonnés en Turquie, et que nous nous opposions à ce qui était en train de se passer. J'aurais aimé à ce moment-là entendre plus fortement Emmanuel Macron. Et dire une chose, encore une fois, on pourrait parler aussi d'islamo-affairisme. Quand nous faisons du commerce par milliards avec des pays comme l'Arabie Saoudite qui condamnent le blasphème, c'est encore même plus grave que la Turquie du point de vue de la diffusion d'un islam fondamentaliste. David. Il y a une conséquence qu'on n'a pas vu venir, si j'ose dire. Dans plusieurs pays du monde arabe, musulmans, les produits français sont en train d'être retirés des étalages dans les supermarchés. Quelle réflexion cela vous inspire-t-il, Adrien Quatennens? Bon, c'est insupportable, c'est injustifié, et ça montre que nous avons à faire œuvre, encore une fois, et aux yeux du monde entier, sans doute de pédagogie au vu de ce que nous sommes et de nos principes. On parle parfois des valeurs républicaines, mais en fait ce ne sont pas des valeurs, ce sont des principes très forts. Et par exemple, la liberté d'expression, il faut pouvoir l'expliquer. Et dire que critiquer une religion, y compris la caricaturer, ça ne veut pas dire s'attaquer aux personnes qui croient. Voilà, ça a le mérite d'être clair, je pense. Et ça, il faut le réexpliquer. Vous savez, en France, la laïcité, c'est notre bien précieux. Et d'ailleurs, c'est assez inédit à l'échelle du monde. La laïcité, je la résume d'un trait, c'est quoi? C'est de dire, par définition, la religion, comme elle vient des vérités révélées, c'est un sujet sur lequel, même si nous épuisons jusqu'au bout tous les arguments, on ne sera jamais d'accord. Donc, on le met à distance de la politique, ça ne veut pas dire qu'on la méprise, ça ne veut pas dire que c'est un athéisme d'État, mais on le met à distance pour que la vie en commun soit possible. Et ça, c'est aussi le bien le plus précieux pour les croyants, la laïcité, parce que c'est la garantie pour eux de la liberté de pouvoir exercer leur culte. Adrien Quatennens, je voudrais que nous parlions évidemment maintenant de la pandémie Covid-19 qui touche notre pays comme l'ensemble des pays du monde. La deuxième vague est bien là, désormais tout le monde le dit, et le dit clairement, que ce soit les responsables politiques, les scientifiques, les médecins.
Il y a eu dans ce contexte-là un débat hier à l'Assemblée nationale très houleux sur la prolongation de l'état d'urgence, sa prorogation, avec des échanges assez virulents, notamment entre Daniel Obono et Olivier Véran. Elle n'a pas été la seule, hein. Il y a eu des députés des Républicains, notamment avec lesquels ça a été assez compliqué. Les députés La France Insoumise qui étaient présents hier dans l'hémicycle ont voté contre cette prorogation. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prolonger l'état d'urgence? Est-ce que ça n'est pas un moyen utile, comme le dit Olivier Véran, de lutter contre cette pandémie? Il faut une politique efficace pour lutter contre la pandémie, mais ce n'est pas l'état d'urgence permanent qui peut le faire. Vous savez, pendant la première vague, on a édité beaucoup de littérature de La France Insoumise, y compris pour décrypter l'état d'urgence sanitaire. Pas oublier que l'état d'urgence sanitaire a permis aussi beaucoup de régression sociale. C'était la possibilité pour le gouvernement, en toute hypothèse, de, entre guillemets, fermer l'Assemblée, de gouverner par ordonnance, y compris sur des sujets sociaux comme le temps de travail, etc. Bon, ça n'est pas possible. Je veux dire, même dans l'urgence, on peut discuter au Parlement. Vous savez, même pendant les guerres, on n'a pas interdit au Parlement de discuter des grandes décisions. C'est ce qui est passé hier, par exemple. Oui, mais le but, c'est d'habiliter le gouvernement, justement, à ne plus devoir discuter. Donc, c'est pas une bonne chose. Bon, sur l'épidémie, la situation est grave. Je pense que tout le monde l'a compris. Moi, j'observe que quand nous parlions de risque de deuxième vague, quand à l'aube du déconfinement, Jean-Luc Mélenchon, à la tribune de l'Assemblée nationale, disait « J'alerte, s'il y a une seconde vague, il faut dès maintenant s'organiser et planifier pour qu'on ne reconnaisse pas le fiasco qu'on a connu lors de la première vague. » Visiblement, alors que dans la première vague, notre manière de fonctionner, c'était plutôt de dire on ne tire pas sur l'ambulance parce que la situation est difficile et on se comporte comme si nous étions en situation de gouverner, on fait des propositions. Très franchement, c'est maintenant beaucoup plus difficile. Il y a une crise d'autorité incroyable du fait des allées et venues, des ordres et contre-ordres de ce gouvernement. Enfin, c'est quand même cette équipe qui nous a expliqué pendant des mois, alors qu'on sait aujourd'hui combien le masque est essentiel pour les gestes barrières, qu'il était inutile et faussement protecteur. Donc, à un moment donné, ça suffit. Et surtout, une chose que moi, je veux qu'on comprenne. Je veux avoir un mot pour tout le personnel de santé qui est épuisé et qui, une nouvelle fois, monte au front, alors que 1 sur 5 parmi eux n'a pas pris de congé depuis le mois de mars dernier. Il y en a plus de 57% pardon, qui disent être épuisés au moment de l'arrivée de cette deuxième vague. Et on a Emmanuel Macron qui est passé du mois de mars où il disait « la santé n'a pas de prix, le gouvernement fera ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte ». Ah, finalement, il est allé à l'hôpital et leur a dit c'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. Et on comprend d'abord et avant tout que, quoi qu'il en coûte, il faut faire des économies. Parce que vous parlez de l'Assemblée nationale. Pardon, il n'aura pas complètement dit ça. Hein. Il leur a dit il y aura un Ségur de la santé, il y a des moyens supplémentaires débloqués. Pardon, vous pouvez pas parler d'économie en ce moment. Le Ségur, si, je vais vous parler d'économie, messieurs, pardon de vous décevoir. Emmanuel Macron est allé voir les soignants à l'hôpital et leur a dit c'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. Déjà, osez dire au-delà ça. de cette phrase, non, mais rendez-vous compte des moyens qui ont été déjà, débloqués. Rien que dire ça à un personnel soignant qui a dû parfois se mettre en sac poubelle au mois de mars, dans la 6e puissance économique du monde. Oui, d'accord, je vous entends. Alors, vous dites, monsieur, vous soutenez qu'il n'y a pas d'économie sur l'hôpital. Alors d'abord, dire une chose, pas en ce moment. Pas en ce moment. Eh bien, je vais vous le dire. Bien sûr, je vais vous l'expliquer et vous irez vérifier. Dans la loi de finances de la sécurité sociale, le budget de l'hôpital augmente considérablement parce qu'on intègre, les dépenses exceptionnelles liées au Covid. D'accord ? Mais la toile de fond, si vous retirez juste cette partie exceptionnelle, la toile de fond, c'est que c'est la poursuite des trajectoires d'économie à l'hôpital. Vous savez très bien que ça ne va pas être de l'exceptionnel. Vous irez vérifier, il demande encore près d'1,9 milliard d'économies à l'hôpital en 2021. C'est pas comme si ça vous mettez que les choses vont se passer. L'exceptionnel va devenir la vie normale en ce moment. Bien sûr, allez le dire au personnel de santé épuisé. Vous savez, le résultat, c'est que, bien sûr, on se bat contre un virus. Hein. On se bat contre un virus, c'est évident. Et c'est d'abord le virus. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'on se bat aussi contre un virus dont les effets viennent percuter des choix politiques graves qui ont été pris ces dernières années. La France a perdu en 20 ans 100 000 lits à l'hôpital public. Et l'équipe qui est en cours, là, le gouvernement de M. Macron, en 2 ans, 2018-2019, ils ont fermé 7 400 lits de plus à l'hôpital. Donc le Covid, je veux bien, mais le Covid sur des choix politiques irresponsables qui ont été faits. Voilà la réalité de ce que nous devons dire. Quelle est la réalité dans votre département du Nord, Adrien Quatennens ? On en est où des taux d'incidence, des occupations, des lits de réanimation ? Dans la métropole de Lille, la situation est très préoccupante. Vous avez vu notamment qu'à Roubaix, l'hôpital de Roubaix, les services sont saturés. Il y a des transferts qui se font avec le CHU de Lille, qui pour l'instant a encore des capacités. Je crois qu'à l'heure où on se parle, le CHU de Lille, c'est à peu près 200 lits de réanimation qui sont occupés par des personnes qui ont le Covid. Ils disent qu'ils peuvent monter jusqu'à 400, donc doubler. Et pour l'instant, il y a beaucoup de transferts qui se font. Ce qu'on voit, c'est que le gouvernement, parce qu'il n'a rien planifié, finalement, pilote l'affaire uniquement avec un indicateur, et on comprend, c'est le taux de réanimation à l'hôpital.
C'est pas le Et- seul. Non, c'est pas C'est vrai. essentiellement l'indicateur. Bah non, pardon, il y en a 3. Il y a le taux d'incidence également chez les personnes de Oui, plus de mais 65 ans. pour moi, l'essentiel, ce qu'on il y a voit, le taux d'incidence c'est en le risque population de générale. saturation à l'hôpital, parce que pour un responsable politique, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais expliquer à des gens qui sont dans des cas graves que l'hôpital ne pourra pas s'occuper d'eux, ça c'est juste inacceptable. Donc Ah oui. c'est là où effectivement ils doivent procéder à des restrictions supplémentaires. Mais qu'ont-ils fait pendant ces 6 mois? Est-ce que Parce vous que avez, la bonne politique en la matière d'épidémie, elle avait été définie. On avait dit il faut tester massivement. On a eu beaucoup de mal à arriver à des délais raisonnables pour les tests. On avait dit il faut tracer, isoler. On a une application, le gouvernement l'a même pas téléchargée, il ne savait pas comment elle s'appelait. Bon. Et puis pour isoler, il y en a fallait une- des hôtels. On a vu que c'était Ouais. complètement. Il y a une complètement nouvelle farfelu. application d'ailleurs, Oui. tous anti-Covid, téléchargée bien davantage. Est-ce que vous l'avez téléchargée vous Je l'ai téléchargé, ne serait-ce que pour voir comment ça fonctionne. Et j'attends de voir. Je sais que pour l'instant, c'est très peu de monde qui l'a téléchargé. Un peu près de J'ai 4 vu, y millions. compris en l'installant Près- sur près de mon 4 j'ai vu, y compris en l'installant sur Mmh. mon téléphone, qu'il y avait quelques contraintes. Il faut avoir le Bluetooth activé en permanence, etc. Bon, c'est assez contraignant. Mais encore une fois, pour moi, bien évidemment, M. Castex a dit hier, la meilleure manière de soulager l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade. Bah, merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Premier ministre, pour cette perspicacité. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que si la situation est plus difficile, c'est aussi parce qu'il manque de moyens humains, matériels à l'hôpital. Dans ce contexte-là, Et je veux saluer des d'ailleurs mesures l'excellent économiques. travail que fait ma collègue Caroline Fiat à l'Assemblée, qui était aide-soignante et qui est parlementaire maintenant et qui, sur le PLFSS, a fièrement porté notre parole. Loi de Dans ce finances de la contexte-là- sécurité sociale. Dans ce contexte-là, Oui. je voudrais qu'on parle pauvreté, Alors, Nicolas. Il y a les milliards supplémentaires qui ont été mis en place dans le plan de relance. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît ces enveloppes. Il y a les milliards supplémentaires qui sont dans la loi de finances de la sécurité sociale, le PLFSS. Hier, Jean Castex était dans l'Essonne, dans un centre d'hébergement Emmaüs, et il a détaillé ce qu'on appelle le plan pauvreté d'urgence. Alors, 1,1 milliard d'euros d'aide monétaire pour les gens les plus fragiles, qui sont les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, les bénéficiaires des APL, également des mesures concernant les jeunes de moins de 25 ans et les boursiers. Et puis, il a détaillé, mais je ne vais pas le faire ici, la liste serait un peu longue, 700 millions d'euros de dispositifs de renforcement de contrats aidés et d'insertion. Intuitivement, je pense que vous allez me dire que ça n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Alors, 2 choses. Là, vous abordez la pauvreté et l'emploi. Je vais essayer de résumer, mais d'abord, C'est le package qui a été hier la parole politique du Premier d'abord, ministre. dans le plan de relance du gouvernement, clairement, c'est radicalement insuffisant pour lutter contre la grande précarité et la pauvreté en France. Le plan de Y relance, compris donc ce qui a été annoncé hier. ce qui a été annoncé hier, quelque part, redonne des mesures supplémentaires. Mais le plan de relance tel qu'il avait été initialement présenté, c'était 0,8% d'accord. du budget. Mais là, justement, on lutter contre l'améliore. la pauvreté. donc, Pour moi, c'est pas suffisant. Je vais d'accord. vous dire ce qu'il Qu'est-ce que vous conviendrait feriez faire. de plus? Pour lutter contre la grande pauvreté, il faut s'assurer que, parce qu'en France, il y a quand même un pays riche, la France, 10 millions de pauvres, 1 million supplémentaire, Donc on est à 9 millions aujourd'hui, a priori, pas à 10, mais continuez. et le Secours populaire nous dit que nous atteignions des records de pauvreté jamais atteints depuis la Seconde Guerre mondiale. Moi, je pense qu'en matière de pauvreté, il faut faire en sorte qu'il y ait un filet de sécurité pour tout le monde, Alors lequel? que personne ne vive en dessous de 1 000 € par mois. En maintenant les allocations d'aujourd'hui, en les augmentant, faire en sorte qu'il y ait une garantie dignité, en quelque sorte, Donc de 1 000 € par mois. tous les minima au-dessus du seuil de pauvreté qui est de 1026 euros. Quand on cumule les aides, quel que soit le profil, D'accord. on ne vive jamais avec moins de 1 000 € par mois. Et ensuite, il y a des solutions que nous proposons à la France Insoumise, auxquelles nous sommes attachés, pour ce qui est de l'ordre des biens communs indispensables, sur l'extension de la gratuité pour ces biens communs indispensables. Je pense par exemple à l'eau. Nous faisons une proposition, c'est que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits pour tout le monde. Quand je dis pour tout le monde, c'est pour la personne qui est en situation de pauvreté, comme pour la personne qui n'a pas de problème pour payer ses factures d'eau. Gratuit pour tout le monde, pourquoi? Parce que l'eau est un bien indispensable pour boire, pour se laver, et par une tarification progressive qui viendrait, en quelque sorte, non pas pénaliser, mais tarifer sur les mésusages, on pourrait faire quelque chose. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, s'accorder sur le fait que l'eau qui sert à laver une voiture, je ne veux pas qu'on empêche de laver des voitures, mais que l'eau qui serve à laver une voiture coûte plus cher que l'eau qui serve à boire ou à se laver? Voilà une proposition que nous pourrions faire. Et je termine d'un mot en vous disant qu'il y a un lien entre la concentration de richesse entre quelques mains et l'extension de la pauvreté. Toutes sortes de gens bien intentionnés disent « Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des riches en France. Par contre, qu'est-ce que c'est insupportable de voir la pauvreté s'étendre ?» Messieurs, dames, excusez-nous, mais en fait, la richesse, c'est un stock. Et la question, c'est comment elle se partage. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la pauvreté s'étend, mais que les 0,1% les plus riches, avec notamment la suppression de l'ISF, ont augmenté leurs revenus d'un quart. Donc il y a un lien entre l'extrême pauvreté et la concentration de richesse. Adrien Quatennens. Et oui, il faut pouvoir partager pour relancer l'activité. D'un mot sur l'emploi quand même, parce que vous m'avez interrogé sur l'emploi, je crois que plus efficace que de faire pleuvoir des milliards
sans contrepartie et sans distinction sur les entreprises. Parce que la productivité a augmenté, parce que les dividendes ont considérablement augmenté, on pourrait s'accorder sur une politique plus efficace en matière d'emploi. La productivité recule, hein, mais... Non, tendanciellement, la productivité a beaucoup augmenté. C'est d'ailleurs pour ça que les dividendes aussi ont pu beaucoup augmenter, parce que c'est sur le travail humain qu'ils viennent se payer. Vous inquiétez pas, en 2020, ils ne seront pas très élevés. Je fais une proposition qui d'ailleurs en Allemagne a été portée par le puissant syndicat de la métallurgie allemande, c'est la diminution du temps de travail. Travailler moins pour travailler mieux. Attention, IG Metall propose 32 heures payées 32, donc c'est votre avis. 32 heures non, moi payées je suis 32. pour 32 heures payées 35. Donc c'est pas du tout la position allemande. Pourquoi Ah mais c'est pas la position allemande, vous pouvez la prendre comme exemple. En tout cas, ils mettent en débat la diminution du temps de travail. Et c'est un débat que vous pourrez avoir chez Nicolas Dos, qui vous invitera volontiers chez BFM Business pour continuer d'en parler. Et produite et mal partagée. C'est la fin de cette émission. Merci Adrien Quatennens d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Messieurs.